Donc bonsoir, merci de votre présence et merci à nos invités. Donc cette rencontre se place dans le cycle Un livre des collections organisé par la Bulac. L'objet est de faire dialoguer des recherches en cours avec les collections de la Bulac. Alors à cette occasion, ce n'est pas tellement les collections de la Bulac qu'on va faire dialoguer avec votre ouvrage, c'est l'action culturelle de la Bulac, puisque nous avons en fait ici deux auteurs qui sont aussi les deux maîtres d'œuvre de l'exposition qui est actuellement en cours dans la salle de lecture et juste à la sortie de cet auditorium. La Lituanie au XXe siècle, sous l'œil de Juozas Kazlauskas. Merci beaucoup. Qui est donc une exposition qui revient sur à la fois le retour de la mémoire de l'exil et des déportations dans la Lituanie à l'époque de la perestroïka et de l'indépendance. Et ces photographies, on les a mises en regard avec la présence de cette littérature du témoignage dans les collections lituaniennes de la Bulac. À cette occasion-là, vous retrouverez également à l'entrée de la bibliothèque une riche bibliographie sur les déportations staliniennes comme mémoire européenne, puisque tout un des enjeux de votre ouvrage, c'est bien de revoir le poids des dépressions staliniennes à l'échelle de régions et de pays de l'Europe centrale et orientale, et puis ensuite aussi de faire une étude comparée et de ces mémoires et de ces processus à l'échelle de peuples qui jusque-là avaient été regardés de façon un peu collective et globalisée depuis un point de vue très soviétique de l'histoire. Alain Blum, vous êtes historien et démographe. Et alors, c'est peut-être vous ici qui avez la bibliographie la plus longue. On va surtout s'arrêter sur le fait qu'en 2012, vous avez été un des maîtres d'œuvre du projet sur les archives européennes du Goulag, avec la publication d'un ouvrage, d'une série d'émissions de radio réalisées avec Valérie Nivelon pour Radio France Internationale, et aussi désormais donc une édition en format numérique hébergée par les presses de l'INED, qui sont aussi le coéditeur de l'émission, et donc avec un vaste corpus de témoignages. Et puisque je suis ici le documentaire de la salle, je précise aussi que dans un beau geste de science ouverte et de pérennisation de vos sources, toutes les requêtes et revendications qui sont citées et suppliques qui sont citées dans votre ouvrage sont présentes, photographiées depuis les archives originales, transcrites et traduites sur l'entrepôt Nakala de Humanum. Donc, je vous donne un chapeau de bibliothécaire pour cette publication et cet archivage. Emilia, vous êtes professeure à l'université de Strasbourg et parmi des sujets de recherche très divers, on peut citer tout récemment en 2021 un recueil de témoignages et d'études de témoignages liés aux expériences de la Seconde Guerre mondiale par les peuples soviétiques, par les populations soviétiques. Vous êtes réunis ici autour de cet ouvrage, mais vous êtes réunis aussi autour de cette exposition. Alors on peut aussi rappeler que vous avez fait quelques armes en termes d'exposition dans des bibliothèques précédemment, puisque la commissaire de la grande exposition sur 1917 qui avait eu lieu à la BDIC désormais contemporaine est aussi dans la salle. Alors là, l'exposition à la Bulac est plus modeste. Je ne ferai pas croire aux gens qui sont à distance qu'on occupe autant de linéaires. Et pour discuter avec vous, je le remercie, Éric Le Bourris, qui enseigne le letton à l'INALCO. Alors ce choix d'Éric Le Bourris, on s'est tourné vers vous, non seulement parce qu'il y a un compagnonnage balte entre la Lituanie qui figure dans l'ouvrage, mais il y a aussi une activité d'historienne et un objet d'historien qui est aussi très proche, puisque vous êtes un historien de la ville de Tallinn et à Tallinn des enjeux de oh là là, décidément, je suis monté trop au nord, à Riga, et à Riga des enjeux de spoliation immobilière, mais aussi dans une démarche d'histoire comparative sur un terrain parisien, puisque vous êtes aussi un spécialiste avec Isabelle Bacouche et Sarah Gainsburger des spoliations subies par les Juifs à Paris pendant l'occupation. Et donc là, évidemment, avec des sources et des problématiques qui font écho assez étroitement à celles qui sont étudiées dans cet ouvrage, avec donc une publication très prochaine des résultats de ce projet de recherche qui dure depuis plusieurs années. Et désormais, je vous passe la parole, Éric. C'est vous, l'animateur. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, j'ai reçu l'honneur et la charge d'introduire et de présenter un peu cet ouvrage, qui est un ouvrage important et qui porte sur, en effet, une face relativement peu étudiée ou méconnue, ou en tout cas souvent écrite dans l'ombre des camps du Goulag, que sont les colonies spéciales. Donc je vais commencer par expliquer un petit peu ce travail et puis ce que c'était que ces colonies spéciales.
Plus concrètement, et concernant cet ouvrage, donc entre août et septembre 1939, le Troisième Reich et l'Union soviétique de Staline ont signé un traité de non-agression et se sont partagés les pays qui les séparaient. C'est le pacte germano-soviétique et le traité qui l'a suivi dans la foulée après l'attaque de la Pologne par l'Allemagne d'un côté et par l'Union soviétique de l'autre. Et dans ces textes, l'Union soviétique s'est vue attribuer une bonne partie de ses voisins situés sur sa frontière occidentale, de la Roumanie à la Finlande. Donc polonais, finlandais, roumains, lituaniens, lettons, estoniens ont été, avec leur territoire, attribués à l'Union soviétique de Staline. Contre les habitants de ces nouveaux territoires qui ont été annexés au cours de l'année 1939-1940, une des formes de la répression prise contre les habitants de ces territoires a été un exil forcé, c'est-à-dire une arrestation, déportation dans des wagons à bestiaux vers des contrées inhospitalières du pays et assignation à résidence. Et cet exil forcé a concerné environ 700 000 habitants, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, de ces régions, vous me corrigerez si je me trompe. Avec l'après-guerre compris. Oui, à partir de cette date, et voilà, jusqu'à la mort de Staline, 700 000 personnes au total de ces territoires ont subi cet exil forcé. Alors il s'agit, et donc la déportation de ces habitants des territoires occidentaux de l'Union soviétique est le thème de cet ouvrage. C'est un exil, comme je le disais, c'est l'histoire de ces exils forcés, celui-ci ou d'autres, a largement été écrit dans l'ombre de l'histoire des camps du Goulag, puisqu'en effet, cet exil forcé était largement mis en œuvre et contrôlé par les mêmes instances que celles qui organisaient les camps du Goulag. Mais il ne s'agit pas de camp du Goulag. La déportation vers un camp de travail forcé a essentiellement concerné, alors si on parle de ces territoires, notamment des hommes condamnés à titre individuel par des procédures plus ou moins judiciaires, mais enfin en tout cas condamnés à titre individuel, alors que cet exil forcé a été fait vers des régions qui étaient en partie les mêmes, mais qui n'étaient pas des territoires entourés de barbelés. C'est une répression qui a concerné des familles entières, notamment une majorité de femmes, beaucoup d'enfants et de personnes âgées, sans condamnation judiciaire, mais sur simple décision administrative de déportation. Pas de barbelés donc, mais assignation à résidence, en contact avec des habitants libres, c'est quand même une différence fondamentale avec les camps de travail forcé. Pas de contrôle total, mais un abandon et un grand dénuement dans des régions tout aussi hospitalières que celles où se trouvaient les camps de travail. Pas de destruction planifiée des individus par le travail, ni d'exécution sommaire, comme ont pu subir beaucoup de prisonniers des camps, mais un travail obligatoire néanmoins dans des conditions souvent inhumaines, une grande misère et un taux de mortalité très important, même si évidemment il n'est pas le même que dans les camps de travail forcé. Donc voilà, je voulais insister vraiment sur cet ouvrage, voilà, éclaire énormément l'histoire de ces déportations qui ne sont pas celles qu'on peut imaginer au premier abord quand on pense aux déportations staliniennes. Il s'agit de déportations et d'assignations à résidence avec des taux de mortalité très élevés, mais non pas dans des camps fermés. Alors l'histoire de ces camps, elle n'a pas commencé, enfin l'histoire de ces déportations justement n'a pas commencé en 1939. Les déportés baltes, polonais, roumains qui arrivent rencontrent sur les lieux de leur déportation des personnes encore exilées de vagues précédentes. Alors, les déportations massives de population, vous l'expliquez très bien dans le livre, ne datent pas strictement de 1930, mais c'est environ en 1930 que se met en place cette forme de colonie spéciale telle qu'elle est appliquée à ces habitants des nouveaux territoires, essentiellement concernant au départ des groupes de paysans désignés comme kulaks, c'est-à-dire comme paysans aisés, qui sont les premiers à être massivement déportés dans ces colonies spéciales et que rencontrent en partie ces nouveaux habitants, ces nouveaux déportés après 1939. Alors ce sont aussi des politiques qui ont été appliquées à différents groupes de population, souvent minoritaires, souvent habitant près des frontières. C'est une logique aussi de paranoïa frontalière et dans un contexte de paranoïa du régime stalinien dans les années 30, donc, et puis pendant la Seconde Guerre mondiale dans le contexte de la guerre. Donc, qui a touché autant des Allemands de la Volga, des Tatars de Crimée, que plus tard, ou en même temps, et en parallèle, des Lituaniens et des Ukrainiens notamment, dont il est largement question dans ce livre.
Donc les Occidentaux, comme le nomme, si j'ai bien noté, le premier secrétaire du Parti communiste kazakh qui les voit arriver. Donc c'est donc la déportation et l'exil forcé de ces habitants occidentaux dont il est question ici. Ces arrestations et déportations ont lieu en plusieurs vagues et plusieurs moments. Une première vague entre 1940 et 1941, à la veille de la rupture du pacte justement par l'Allemagne nazie et de l'attaque allemande en juin 1941. Et puis à nouveau, dans la foulée de la reconquête de ces territoires par l'armée rouge en 1944 et jusqu'à la mort de Staline. Ou plutôt jusqu'en 1951-52, oui. Différents groupes de population ont été visés, des élites économiques, des paysans considérés comme paysans aisés, des minorités religieuses, comme les témoins de Jéhovah, des minorités allemandes, différents groupes arrêtés en masse dans des opérations de masse ou à titre individuel et regroupés pour former des convois de déportation. En tout cas, des statuts bien différents s'appliquent à tous ces groupes et même s'ils se rencontrent dans ces colonies spéciales, ils subissent des statuts et des régimes diversifiés. Ces déportés donc de ces régions, de ces nouvelles régions, ne sont pas les premiers, vous l'avez compris, à peupler ces colonies spéciales. En revanche, ils seront les derniers, puisque après la mort de Staline, les premières libérations ne les concernent majoritairement pas. Et donc, après 1956, ces colonies spéciales sont largement peuplées de déportés, notamment ukrainiens et lituaniens, qui forment les 3/4 des colonies spéciales après 1956, et jusqu'en 1965, date de la liquidation des dernières colonies spéciales. Donc ces colonies spéciales ont été démantelées après la mort de Staline et jusqu'en 1965. Pourtant, l'URSS post-stalinienne, donc après 1953, n'a mené aucune politique générale de réparation, d'annulation à l'égard de ces déportés. Il fallait faire une demande pour être libéré, il fallait faire une demande pour pouvoir rentrer chez soi, il fallait faire une demande pour récupérer ses biens. Et comme vous le comprenez, toutes ces demandes ont été traitées de manière très hétérogène, diversifiée, décentralisée et individualisée, ce qui fait que tout le monde n'a pas été libéré, ou en tout cas pas tout de suite. Tous les libérés n'ont pas pu rentrer chez eux, et tous ceux qui ont pu rentrer chez eux n'ont pas pu récupérer leurs biens. Et ça, c'est un point fort du livre, me semble-t-il, c'est cette question du retour très très difficile, très lent, très partiel, jusqu'à même... Et à un moment donné, je crois que vous écrivez que dans les récits de vie, les rescapés ont même du mal à citer la date de leur libération, qui finalement, dans le parcours de sortie, n'est même pas une date importante, puisque finalement, la persécution et les conséquences vont largement au-delà de la date théorique de libération, dont ils ont presque parfois même plus conscience ou plus souvenir. Et autre aspect important du livre, en effet, qui intègre ces retours, la question des conflits et des conflits sociaux autour de la récupération des biens, qui n'est pas évidente et engendre évidemment beaucoup de concurrence, conflits très concrets pour réoccuper une maison, une ferme ou autre chose. Moi qui enseigne cette histoire pour la région balte dans des cours d'histoire régionale assez larges, je peux affirmer le manque de travaux sur cette question de l'exil forcé, notamment pour ces populations. Vous êtes notamment les auteurs, et puis il y a aussi toute l'enquête collective dont Benjamin a déjà parlé, fondée sur les récits de vie et les rencontres avec ces déportés et les rescapés. Mais justement, l'ouvrage comble également le vide en confrontant tout ce travail préalable à partir des entretiens avec une confrontation avec les archives administratives. Donc ce livre saisit à la fois les politiques et leur mise en œuvre avec les fichiers, les cartes, les dossiers, mais également les trajectoires et le destin des déportés jusqu'au retour des rescapés. Et toutes ces relations entre ces rescapés et l'administration à ces différentes échelles, que ce soit sur place en déportation, ou avec toutes les administrations locales de retour, dans la région, dans la ville ou dans la République ou région de retour. Donc c'est aussi la diversité des trajectoires et des points de vue, je crois, que vous avez voulu mettre en valeur dans ce livre. C'est vrai que ces déportés dans chaque pays aujourd'hui sont perçus un peu comme un bloc monolithique de les déportés. Et vous avez, je pense, fortement nuancé cette vision avec des trajectoires, des points de vue et des histoires fort différentes. Donc plein de choses passionnantes et rarement lues dans cet ouvrage.
Par exemple, sur l'implication des populations locales dans les arrestations et l'identification des personnes à déporter, avec un lien direct évidemment avec les problèmes au moment du retour que cela peut engendrer et des conflits pluridécennaux qui précèdent ces retours. Un choix d'écriture particulier également qui est assez stimulant, qui en 9 chapitres qui partent chacun d'une source particulière, ici une carte, ici une liste, ici une requête, ici une photographie. Donc c'est un livre qui est très près des sources, ou un récit de vie très près des sources et qui voilà, interroge beaucoup les biais, les manquements, la manière dont ces sources se complètent. Et si je voulais souligner 3 points forts, peut-être le premier pour lancer la discussion, c'était, j'ai évoqué cette confrontation entre, d'une part, les récits de rescapés et les archives, mais c'est aussi et surtout peut-être ce que j'ai trouvé très stimulant dans ce livre, un livre qui traite à la fois de la déportation et du retour. Ça a l'air simple quand on le dit comme ça, mais en fait, l'étude des violences de masse du XXe siècle, en général, est toujours divisée en 2 grands blocs, les historiens qui travaillent sur les violences elles-mêmes et les historiens qui travaillent sur le retour des rescapés. Or, je pense que ce livre fait la démonstration que c'est difficile de travailler en séparant les deux, puisque les sources produites souvent sont produites par le retour, et donc on ne peut pas comprendre les violences sans comprendre le retour, et inversement, est-ce qu'on peut vraiment travailler, enfin voilà, on ne peut pas travailler sur l'un sans vraiment travailler sur l'autre, et je pense que votre livre en ferait la démonstration. Du coup, c'était peut-être la première question que je voulais poser, c'était comment vous en êtes venu à faire ce choix, quelles étaient les difficultés, qu'est-ce que ça apporte peut-être par rapport à une enquête faite au départ plus, je ne sais pas, justement, en parlant des rescapés, est-ce qu'ils parlent ou pas de leur retour, pas forcément. Voilà, peut-être c'était la première chose sur laquelle je voulais vous lancer la discussion. Bonsoir. Alors, merci beaucoup, Eric, pour cette introduction qui place un cadre très, très utile, je pense, pour comprendre à la fois cette histoire et aussi notre façon de l'aborder. Alors, c'est une question que je pense qu'on ne s'est jamais vraiment posée explicitement. Comment en est-on arrivé à travailler sur les retours, sachant que c'est un livre que donc Alain avait lancé le projet Archives sonores Mémoire européenne du Goulag, ensemble avec historienne des camps du Goulag, Martha Craveri, et la journaliste Valérie Niblon, déjà évoquée. C'était, je pense, en 2007, 2008, je crois que 2007, l'idée. 2007, voilà. Donc s'en est suivi un recueil de témoignages sur 5 années initialement, avec quelques suites après, et donc il y a comme une première phase de réflexion et de travail sur cette histoire, lors de laquelle la question des retours, je pense qu'elle n'était pas vraiment centrale, mais elle apparaissait déjà dans les témoignages. Et donc, pourquoi j'ai commencé à en parler, c'était pour dire aussi que ce livre qu'on a écrit avec Alain, ce n'était pas un projet qu'on a conçu comme voilà, on s'y met, on écrit un livre. Ça est venu comme la suite du projet collectif. On a été une quinzaine de personnes à travailler, à publier. Il y a eu l'ouvrage sous la direction d'Alain, de Martha Craveri et de Valérie Niblon, donc paru déjà en 2012. Et puis, de fil en aiguille, en se mettant à travailler dans les archives lituaniennes, en faisant un article l'un, un article l'autre, etc., on s'est d'une part rendu à l'évidence que on avait de quoi faire un autre livre, enfin un livre et un livre différent de celui qui a déjà été fait, l'ouvrage collectif. Et d'autre part, et là, le retour apparaissait déjà comme question absolument incontournable. Et je pense qu'il y a peut-être deux origines de cette évidence. D'une part, le fait d'avoir abordé cette histoire, non pas d'abord dans un premier temps, non pas par le biais des archives policières, administratives, politiques, comme souvent les historiens le font. Donc le réflexe des historiens, en tout cas ceux qui ont travaillé sur cette histoire-là dans les pays issus de l'Union soviétique, c'est on a d'abord étudié profondément les archives, puis on va voir les témoins pour compléter, etc. Et donc nous, on avait commencé d'abord par les témoignages, et dans les témoignages, la question de retour, elle était quand même
abordées par les témoins eux-mêmes. Peut-être c'était pas très présent dans le questionnaire, mais ça venait, et notamment, enfin j'y ai pensé très récemment en discutant avec une étudiante qui veut travailler sur le terrain moldave. Je me suis rendu compte que déjà dans cet ouvrage collectif de 2012 paru chez Autrement, toi tu traites de quelqu'un dont toute la vie ultérieure va être une sorte de retour, pas impossible parce qu'il rentre, Pogarski, il rentre en Ukraine, mais il ne retrouve jamais sa maison jusqu'à très tard. Et c'est une vie de sorte de quelqu'un qui est marginalisé, presque vagabond, et qui est constamment, pendant des décennies durant, est renvoyé à cette déportation qui avait frappé sa famille, puisque lui, il était enfant. Donc il y a déjà cette question de retour impossible ou extrêmement difficile qui était là et que tu as très bien fait ressortir à travers ton analyse. Moi, j'ai contribué à cet ouvrage avec un chapitre sur les non-retours, c'est-à-dire que je n'ai pas conçu comme tel. D'ailleurs, c'est pas comme ça que le chapitre s'appelle, mais je l'ai fait autour de 2 destins et 2 récits de 2 Lituaniens qu'on a rencontrés dans la région d'Irkoutsk, parce qu'ils sont restés vivre dans la région d'Irkoutsk, là où ils avaient été déportés enfants ou ados avec leurs parents. Donc, c'est cette idée, c'est cette difficulté, récit de retour très difficile, impossible, où l'expérience de rencontre avec ceux qui ne sont jamais rentrés alors qu'ils avaient envisagé de rentrer. L'un de ces deux témoins que j'ai interviewé et dont j'ai parlé, il a essayé de rentrer en Lituanie. Ses parents, ils sont rentrés. Lui, il les a accompagnés au début des années 60, mais il est retourné en Sibérie parce que finalement, il a trouvé ce retour trop dur, trop difficile, trop marginalisant à nouveau. Voilà. Donc je pense que ça est venu beaucoup de là, et puis voilà, et puis de fil en aiguille, on a continué. Oui, je compléterais juste, enfin je suis tout à fait d'accord, et en fait dans le premier projet, peut-être qu'on peut projeter 2-3 aussi sources, parce que je crois que ça explique aussi pourquoi les archives nous ont confortés dans cette approche en continu. Dès effectivement le projet des archives sonores, on ne pensait pas au retour, mais on s'est dit on va traiter. Voilà, c'est une photo de quelqu'un qui va retourner justement. Donc c'était présent qu'on a pris quelqu'un avec qui on a eu un entretien en Sibérie. Et donc dès la conception du projet, on s'est dit on va pas parler que de la déportation, on va parler de la vie entière. C'était pas le retour, mais dans le guide d'entretien qu'on avait mené, on s'est dit pour ne pas finalement répéter des choses quand même sur la déportation de masse qui était connue et qu'on voulait partir de l'individu, on s'est dit on va traiter de la vie entière. Donc c'était pas pensé en termes de retour, ça c'est clair, mais c'était pensé en termes de trajectoire individuelle. Et donc ce projet des archives numériques, donc qui est maintenant très bien porté par les éditions de l'INED, la directrice des éditions est ici, a beaucoup soutenu ce développement numérique. Ces archives ces entretiens qui ont fondé ces archives numériques, archives sonores de l'Europe du Goulag, ont pensé déjà à traiter de la trajectoire, et comme tu as dit, effectivement, le retour n'était pas appareil dans les entretiens sans qu'on l'ait conceptuellement conçu comme ça. Mais en fait, donc il y avait une sorte de présence, mais c'est vrai qu'en travaillant là je vais passer, c'est pas ordonné, hein, en travaillant sur les sources, par exemple, on est tombé en Lituanie sur une source qu'on a beaucoup utilisée, qui sont les requêtes de libération. Les gens écrivaient de Sibérie dès leur déportation, souvent, pour demander à être libérés et à retrouver leur famille qui était restée en Lituanie. Donc, et du coup, là, on est tombé nécessairement aussi sur le retour, parce que toutes ces personnes, il y a des centaines, des milliers de lettres dans les dossiers qui sont conservés. Là, voilà 2 exemples de lettres qui sont écrites par des Lituaniennes. À droite, je ne sais plus si c'est un Lituanien ou une Lituanienne. Martinienne, oui, c'est une Lituanienne. Non, Martinas, je ne sais plus. Donc, ces lettres qui sont écrites demandent à rejoindre leur patrie, leur territoire, en disant « on m'a déporté à tort, je n'étais pas coupable ». Et donc, ce rêve du retour, il est présent dès l'arrivée en Sibérie.
qui est d'ailleurs un rêve qui, en fait, quand ces personnes elles espèrent retrouver la vie d'avant, elles ne retrouveront pas toujours leur vie d'avant parce qu'elles pourront être très stigmatisées. Donc ces sources assez magnifiques, et dans tous les dossiers, en fait, pour être plus précis, vous avez des dossiers familiaux. C'est une des premières sources qu'on a découvertes, en fait. On a interviewé des personnes en Sibérie et en Lituanie, et c'est après, travaillant dans les archives, qu'on découvre que quasiment tous les dossiers qui ont été constitués lors de la déportation, voire avant la déportation, tous ces dossiers, c'est des dossiers de famille, parce que comme tu l'as dit, ce sont les familles qui sont déportées, pas les individus. Avant la guerre, c'est souvent les hommes sont envoyés dans les camps et les femmes et les enfants sont déportés. Après la guerre, c'est souvent les familles complètes. Et ben, tous ces dossiers ont été conservés dans les archives de Lituanie et étaient complètement ouverts. Et dans ces dossiers qui sont très riches, il y a l'ordre de déportation, il y a les dénonciations, il y a les interrogatoires qui sont menés, il y a la composition de la famille, et il y a ces lettres, 5-6 lettres par dossier, qui réclament le retour. Et du coup, ça confortait quelque part. Enfin, on voyait les gens eux-mêmes parler de retour, et donc on n'avait pas le choix, pourrait-on dire. Enfin, je sais pas, t'es peut-être pas tout à fait d'accord, mais on était entraîné vers ce processus-là. Non, t'es pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est que je pense qu'il ne faut pas présenter cela comme étant allant de soi. Ça est allé de soi pour nous. Ça n'a pas été le cas pour beaucoup de chercheurs. Et je pense qu'en fait, tu as évoqué, tu as tout à fait raison de parler d'une sorte de mémoire monolithique pour chaque pays de cette histoire-là, mais en même temps, c'est une histoire, c'est une mémoire et une histoire qui reste souvent très fragmentée entre les lieux. Donc la vie en exil, le retour ou la vie d'avant, entre les pays où chaque pays considère cela, peut-être moins les Baltes, les 3 pays baltes entre eux, mais souvent c'est quand même vu comme une tragédie nationale de ce peuple-là, etc. Et je pense aussi, c'est ce que tu dis, Alain, sur les dossiers. En fait, ces dossiers-là, ils ont bien été consultés avant nous par d'autres historiens, on les a pas découverts, mais je crois que la plupart du temps, et aussi à en juger par la réaction des historiens lituaniens à qui on a présenté nos travaux, c'est que ça s'est limité à consulter les documents rassemblés en amont de la déportation pour la préparer, le moment de la déportation, et puis ça s'arrête là, parce que pendant très longtemps, l'histoire de la déportation, c'était l'arrachement et la très difficile survie en exil. Et puis, je pense que vu depuis les pays, des pays comme la Lituanie, la Lettonie, etc., à partir du moment où ces déportés étaient rentrés, c'était fin de l'histoire. À partir de là, c'était de la mémoire parce que une sorte de parenthèse était close, parenthèse tragique dont il fallait se remémorer, mais elle était close, alors qu'on s'est aperçu avec, entre autres, ces dossiers, mais aussi beaucoup d'autres, à quel point ceux qui étaient rentrés restaient stigmatisés et comment cette histoire touchait plusieurs générations de la même famille jusqu'à la fin de l'époque soviétique. Et d'autre part, cette histoire qui a aussi été quand même étudiée en Russie sur les lieux de la déportation jusqu'à récemment. Maintenant, on pense que c'est pas du tout le cas, on ne sait pas encore, mais il y a eu dans les années 90, 2000, 2010, il y a eu beaucoup de publications locales, mais qui se sont intéressées uniquement à l'exil, jusqu'au jour où les déportés quittaient l'exil, puisque ces populations quittaient ces lieux ou bien quittaient leur statut de discriminés. Ou à l'inverse, il y a quelques travaux moins nombreux sur les difficultés du retour, mais du coup qui ne regardent pas le début du dossier. Donc qui ne s'intéressent qu'aux difficultés à récupérer les biens, etc., mais qui ne regardent pas le début du dossier. Et je trouve que c'est vraiment une richesse du livre, en tout cas, de faire parler ces deux... Et qui tiennent aussi, je pense, que par le fait qu'il y a une tradition historiographique qui fait qu'on étudie le stalinisme séparément du post-stalinisme. Et c'est vrai que nous, on a cherché à montrer une vraie continuité qu'on voit très bien, en fait, tu l'as souligné d'ailleurs, dans le processus de libération individualisée. Alors, il y a des décrets collectifs, mais qui souvent arrivent après ces libérations individualisées, où
même après, enfin après la mort, il y a quelques libérations rares avant la mort de Staline, parce que déportés par erreur, mais c'est vraiment exceptionnel. Mais après la mort de Staline, donc les décrets collectifs sont tardifs, mais il y a pas mal les lettres sont envoyées, des commissions sont mises en place, étudient les dossiers les uns après les autres, donc individuellement. Et dans cette étude, les autorités lituaniennes ou ukrainiennes ne mettent jamais en cause le fait qu'il y avait des koulaks et que c'était des dangers. Mais ils cherchent à atténuer en disant, bon, lui, il a été déclaré koulak, il n'était quand même pas tant que ça. Donc on va le libérer à titre exceptionnel. Donc ils ne mettent pas en cause les fondements du stalinisme. Et du coup, cette découpe traditionnelle, stalinisme, post-stalinisme, on a cherché vraiment à la casser. Enfin, et je pense que le fait effectivement que les retours soient étudiés séparément, ça tient aussi à cette tradition historiographique. Et pour donner un exemple, hein, ces histoires du koulak, on a découvert comme ça quelqu'un qui cherche à récupérer ses biens, parce que très souvent c'est séparé, tu l'as bien dit, la personne écrit, on la libère du statut sans avoir le droit au retour, donc elle continue à écrire. Du coup, ça crée des sources historiques très intéressantes, hein. Mais ça devait être affreux parce que bureaucratiquement, ils écrivaient. Souvent, ils rentrent illégalement, la plupart d'entre eux d'ailleurs, et ils écrivent de Lituanie ou d'Ukraine en demandant le droit au retour, mais leur adresse de réponse, c'est la Lituanie, ce qui montre d'ailleurs sur le fonctionnement du régime. Et ensuite, enfin, ils réclament la restitution de leurs biens. Et on a trouvé comme ça un document où, en 1988, les autorités lituaniennes vont faire une enquête dans un village en interrogeant les gens pour savoir s'il était koulak ou pas, cette personne, en 1988. Ce qui est assez... voilà. Et donc, ils vont voir les témoins pour savoir s'il avait un travailleur, s'il exploitait un travailleur, etc. Donc, même jusqu'en 88, cette idée de koulak, elle reste dans la tête, en fait. Et donc, il y a une vraie continuité, mais c'est atténué, on veut plus... voilà, on supprime la dimension la plus répressive, mais on pense encore en ces termes-là. Un autre grand aspect ou grand intérêt que j'ai trouvé dans ce livre, c'était aussi que par rapport à une vision monolithique de la Sibérie, comme on peut l'avoir en Lettonie, que je connais mieux, en Lettonie, voilà, mes parents étaient en Sibérie et tout le monde sait de quoi on parle, mais c'est un espèce de grand mot mystérieux comme ça, et de tous les fantasmes qu'on peut mettre derrière. Votre livre montre la grande diversité des différentes colonies spéciales. Une colonie spéciale dans la forêt près de Krasnoyarsk, dans le sud de la Sibérie orientale, c'est pas du tout la même chose qu'une colonie spéciale au bord de la mer des Laptev dans le nord de la Sibérie orientale, et c'est à plusieurs milliers de kilomètres de là d'ailleurs. Et vous entrez dans le détail des trajets de déportation qui ne se font pas en une seule fois, des techniques de survie, des différents... c'est des choses que j'avais vues dans la littérature, mais notamment l'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure, Letton, mais ce n'est pas forcément des choses que j'avais vues dans les travaux historiens. Et ensuite, à l'intérieur de ces colonies, les déportés ne sont pas non plus répartis de manière homogène. Ici, on trouve des Lituaniens et des Ukrainiens. Là, on trouve des Lettons et des Moldaves. C'est quelque chose qu'on voit dans les témoignages ou la littérature, mais c'est vrai que ces rencontres m'avaient semblé peu documentées dans les travaux historiens. Et de fait, il me semble que votre livre esquisse alors ça ne peut pas être exhaustif évidemment, puisque cartographier la Sibérie, c'est quand même une entreprise inhumaine, mais en tout cas, votre livre esquisse une géographie, me semble-t-il, de ces colonies spéciales et montre avoir un paysage de la déportation qui est quand même un aspect très fort. Alors c'est archipélique, on va dire, puisque c'est par petits morceaux. Mais en tout cas, il me semble que c'est un élément très fort du livre qui est, entre autres, largement illustré de photographies et de cartes. Et il me semble que ça fait écho aussi à ces photographies de Kazlauskas. C'est vrai que les colonies spéciales ne sont pas... Une colonie spéciale au bord d'un fleuve, c'est pas la même chose que quand on est dans la forêt. Enfin bon, voilà, il y a une grande diversité de ces lieux, d'où des stratégies de survie et d'où des chances de survie également qui ne sont pas du tout les mêmes. Oui, alors la question du territoire, elle est effectivement fondamentale. Et tu as évoqué la déportation sur la mer des Laptev. Là, c'est une carte justement d'une de ces trajectoires. On a été très attentif aux trajectoires dans le détail. On a cherché c'est pas toujours précis. On sait par quelle ville cette personne est passée. Et ça, dans la mémoire lituanienne, c'est sans doute le lieu de déportation le plus emblématique, parce que le plus tragique. C'est toute une population qui, en 1941, est déportée. Là, vous le voyez, dans la région de Novosibirsk. Lui, ça c'est à Kamennaoui, dans l'Altaï, où là, ils arrivent, ils s'installent. Et l'hiver 41-42,
Staline qui a besoin de... Staline décide de développer la pêche sur les grands à l'embouchure des grands fleuves sibériens, sachant que les pêcheurs sont partis sur le front. Et donc, il ordonne de développer la pêche. Et la réaction classique d'organes répressifs, des organes qui font ça, c'est de se dire on va faire appel à la main-d'œuvre gratuite. Et là, ils vont faire appel aux déportés plutôt parce qu'il n'y a pas de camp du goulag. Et donc, ces populations sont ensuite déplacées par train, puis par camion, puis le long du fleuve Lena. Dans ce cas-là, il y en a d'autres qui sont sur l'Aube et sur l'Ienisseï, je crois. Oui, c'est les trois fleuves, jusqu'à l'océan Arctique. Ils arrivent en septembre, il fait déjà extrêmement froid, et ils vont passer un hiver absolument terrible où il y a presque la moitié en fait qui vont décéder sur place parce qu'il n'y a rien. C'est pas des pêcheurs, en plus ils savent pas pêcher. C'est des femmes et des enfants. Et ça a été très bien raconté par une des témoins qui a survécu, qui est Dalia. Oui, j'avais un trou sur le prénom. Dalia Grinkevičiūtė. Grinkevičiūtė. D'ailleurs, qui est présentée dans plusieurs opérations de la saison de la Lituanie, qui a été une mémoire qui est sortie en fait en 88-89 et qui a eu un très grand écho. Et donc, c'est pour ça que cette déportation tragique, elle est, comme toutes les déportations, mais c'est sans doute la plus tragique et la plus dure, elle est vraiment révélatrice de l'importance de ces lieux, des territoires. Je me souviens aussi d'un entretien où la personne nous avait dit, mais heureusement, je devais prendre tel train qui partait sur Irkoutsk, heureusement je ne l'ai pas pris, on m'a mis dans un autre convoi, d'ailleurs c'est pas tout à fait exact quand on voit les archives, mais ça revient à ça, et on m'a déporté à Omsk, je crois, ou à Tomsk. Et donc, je ne suis pas mort sans doute grâce à ça. Et donc, c'est vrai qu'il y avait en plus cette perception. Le lieu, le territoire est extrêmement important. Et il y a des sources à nouveau magnifiques. Enfin, là, c'est l'historien qui parle pour les sources tragiques. Il y a des sources, on a toutes les sources un peu là, des convois de déportation. Là, voilà typiquement. Et pratiquement, alors pour 41, c'est moins vrai, mais à partir de 44, on connaît l'ensemble des familles qui sont déportés dans tel convoi, dans tel lieu. Et du coup, on peut vraiment dessiner en fait cette carte des territoires. Il y a aussi des recensements des populations des déplacés spéciaux, comme ils étaient appelés. Il y a ces recensements où tous les villages, avec le nombre de Lituaniens, d'Estoniens, de Lettons, d'Allemands, tous les villages sont identifiés. Pour vous donner l'ampleur de ces lieux, il y a 17 000 localités qui sont identifiés, qui sont listés dans ces recensements de 1951-52. En 41, il y en a quand même beaucoup moins. Et c'est pas les mêmes régions en 41, c'est comme l'a dit Emilia. Et donc, ça couvre pratiquement tout le territoire sibérien. 17 000 localités, c'est absolument immense. Et ça couvre tout le territoire le long du transsibérien. On voit très bien d'ailleurs, elles sont le long du transsibérien, ces localités, elles sont le long des fleuves, puisque c'est les moyens de communication. Et quand on les localise de façon plus précise, on voit bien qu'ensuite, il fallait y aller en camion, en traîneau, etc., pour les rejoindre. Et chaque lieu avait sa spécificité. Il y a certaines personnes, je me souviens aussi d'un entretien avec quelqu'un qui avait été déporté au Kazakhstan, et qui d'abord avait été déporté, je ne sais plus où d'ailleurs, j'ai un trou, mais en tout cas qui dit, mais le Kazakhstan c'était terrible parce que l'hiver il faisait très froid, l'été très chaud, et il avait changé de place, et il avait été très très attentif au lieu de sa déportation, qui avait un sens différent. Et enfin, chaque lieu de déportation, c'était une logique économique différente. Si on était déporté dans la région de Kemerovo, on se retrouvait dans les mines. Ceux qui sont déportés dans la région d'Irkoutsk, c'est vraiment le cas des Lituaniens, eux, ils travaillent dans des exploitations forestières. Et alors, femmes, enfants même parfois, ce sont en 41, et après la guerre, il y a beaucoup de femmes, effectivement, qui font des travaux masculins, enfin masculins pour l'époque. On voit des photos de femmes avec des tronçonneuses. Et en fait, quand on regarde la répartition des genres, on s'aperçoit que femmes et hommes ne sont pas distingués dans les emplois, mais ça peut être des emplois très différents. Ça peut être effectivement couper du bois, ça peut être travailler dans les mines, ça peut être travailler dans l'agriculture parfois, d'autres types d'activités.
Oui, peut-être juste pour compléter et rebondir sur certaines choses. Effectivement, les lieux sont extrêmement variés et différents. Il faut peut-être préciser que les 17 000 colonies spéciales, ce ne sont pas au début des années 50, il ne s'agit plus de lieux spécifiques où il n'y a que des déportés. La plupart du temps, ce sont des villages où se côtoient, voire des mines. On a des gens qui... des mines, voire des villes, puisque certains déportés se retrouvent assignés à résidence à proximité donc d'usines ou de mines donc dans des villes, ou ce qui va devenir des villes. Ça, c'est une chose. Et puis d'autre part, aussi, leurs situations peuvent varier beaucoup selon tout simplement une configuration très locale, c'est-à-dire leur survie peut dépendre de la bonne ou souvent mauvaise volonté de quelques personnes qui incarnent l'autorité localement pour ces déportés. C'est d'une part ceux qu'on appelle le commandant, donc le représentant du ministère de l'Intérieur soviétique qui est placé là pour surveiller et encadrer les déportés. Donc généralement, il n'y a pas un commandant par village, c'est plutôt un commandant pour plusieurs villages, voire plusieurs dizaines de villages qui les surveillent. C'est auprès du commandant que les déportés doivent pointer. La fréquence change, donc on passe plutôt d'un pointage toutes les semaines à un pointage une fois par mois, mais c'est lui qui vraiment incarne le pouvoir et surtout un pouvoir répressif pour les déportés. Donc, de sa disposition, son caractère, de sa bonne ou mauvaise volonté, dépendent énormément de choses. Il peut décider en fait de la vie ou de la mort, puisque s'il ne donne pas l'autorisation de se rendre en ville pour être soigné, bon, on sait très bien, s'il ne se préoccupe absolument pas pour la survie des déportés, comme c'est le cas notamment d'un commandant d'une de ces localités situées au bord de la mer des Laptsev, où plusieurs milliers de Lituaniens sont déplacés en automne 42. Là, on voit très bien avec cet exemple, c'est qu'il y a plusieurs localités, il y a plusieurs îles dans l'estuaire de la Lena où ils sont déposés, et puis un peu plus loin, déjà au bord de la mer des Laptsev, il y a un endroit où vraiment il y a un commandant plus les autorités locales qui ne font absolument rien pour assurer, aider ces déportés à survivre. Et là, il y a une mortalité absolument inimaginable. Donc les gens se retrouvent dans des huttes qu'ils ont creusées à la hâte en septembre 42. Ils sont abandonnés là, sans rien, sans nourriture, sans bois de chauffage, alors qu'à côté, on a des réserves de nourriture, on a des réserves de bois pour se chauffer. Et ils sont condamnés, certains sont arrêtés et condamnés, là pour le coup à des peines de camp, quand ils essaient de dérober quelques bouts de bois. Donc c'est l'horreur absolue. Sur l'île voisine, à quelques dizaines ou centaines de kilomètres, ce qui est considéré comme proche pour ces régions-là, il y a un commandant qui n'est pas un humaniste, mais tout simplement est un peu moins insensible, un peu moins inhumain, et qui on veut sauver de la main-d'œuvre aussi. Ou veut sauver de la main-d'œuvre, voilà, ou peut-être tout simplement est un fonctionnaire stalinien un peu plus zélé, parce que l'objectif c'est quand même ne pas les tuer, mais plutôt de pouvoir les conserver pour pouvoir les utiliser comme main-d'œuvre. Et donc là, ce n'est pas la même configuration, il n'y a pas la même mortalité. Donc vraiment, c'est extrêmement individualisé. Donc évidemment, il y a comme il y a des leitmotifs, il y a des caractéristiques qui sont propres à tout cet espace, mais après, il y a d'autres facteurs qui s'ajoutent, et sans même parler de tout ce qui est vraiment individuel à chaque famille, à chaque personne. Le fait d'avoir un métier qui peut être valorisé, par exemple, cette déportation de juin 41 qui a très durement frappé les 3 pays baltes notamment, parce qu'elle a concerné l'intelligentsia locale, les élites, les citadins, enfin pas que, mais vraiment les élites locales. Et donc je pense que c'est aussi cette déportation de juin 41 qui fournit une sorte de matrice
de la mémoire nationale dans ces pays. Alors, elle emporte donc les citadins plutôt faisant partie la privilégiée, dont certains sont des avocats ou des enseignants. Et leur savoir-faire va s'avérer la plupart du temps absolument inutile dans ces villages et ces contrées sibériennes, puisque quand vous êtes enseignant de langue lettonne ou avocat ayant pratiqué en Lituanie, voilà, ça ne sert à rien là-bas. Par contre, bon, ça peut servir parce que vous pouvez faire un peu de comptabilité, mais quand même. Et on voit comme ça des histoires de déclassement très important, sans même parler de survie très difficile, mais même plus tard, un déclassement très important. Par contre, si vous êtes médecin ou ingénieur, peut-être vous allez vous en sortir un peu mieux. Voilà. Donc c'est très individualisé, et nous, ce qu'on a cherché aussi en croisant d'une part les témoignages et d'autre part les archives, y compris les archives un peu quantitatives, etc., fournissant des statistiques ou permettant de faire du quantitatif, on a essayé de jouer avec ces plusieurs échelles, une échelle collective macro, mais aussi une échelle très individuelle où on a essayé à travers quelques récits, quelques témoignages, quelques destins, voilà, faire un peu dans la dentelle. Et de fait, les déportations d'après la Seconde Guerre mondiale, donc qui sont touchent beaucoup plus, non pas ces élites, mais les paysans. Et d'ailleurs, même les commandants s'en rendent compte. Quand ils voient arriver des urbains, ils voient bien qu'ils savent rien faire. Les paysans, ils savent planter des pommes de terre, c'est tout bête, et peut-être qu'ils savent même mieux dialoguer avec la population déjà sur place. Il va y avoir des formes d'entraide, et c'est essentiel pour eux. Ils savent élever une vache, et bon, ils n'en ont pas au début, mais malgré tout, ils ont des savoir-faire qu'ils peuvent vendre aussi. Ça, c'est un point important. Et par exemple, on a beaucoup eu dans les témoignages, mais aussi dans les rapports, cette expression du savoir-faire qu'on peut vendre, c'est-à-dire les femmes qui savent utiliser des machines à coudre et qui savent coudre vont vendre leur savoir-faire en échange de nourriture. Et ce type de troc, alors par exemple, ils insistent beaucoup sur le fait que les paysans lituaniens savaient très bien tuer le cochon et faire du lard. Et ce que ne savaient pas faire manifestement les paysans sibériens, bon, je ne sais pas trop pourquoi ils ne savaient pas, et du coup, ceux qui avaient cette expérience vont pouvoir tout de suite échanger avec les locaux et donc survivre. Et donc ce troc du savoir-faire, c'est sûr qu'un médecin, on lui demande de tuer un cochon, a priori, c'est pas. Et donc, et un enseignant encore moins. Et donc, enfin, en tout cas, Et du coup, c'est vrai qu'au-delà du territoire, cette individualisation, elle est essentielle dans la survie. Et là, justement, c'est des photos qu'on a recueillies. Alors, la photo centrale, elle est de Jozas Kazlauskas, et c'est une photo de ce qu'ils appellent les Zemljanka, là, de ces huttes enterrées qui construisent, et ça aussi, il faut une certaine expérience pour faire ça, hein, ça ne va pas se faire de façon évidente, qui se construisent pour se protéger du froid. Il y a 2 Zemljanka. Et les 3 autres photos, justement, c'est des photos qui nous ont été données, enfin qu'on a pu scanner en Sibérie. Pas tous d'ailleurs, celle de droite, je ne sais pas si c'est pas une estonienne, hein, c'est ça. Et les femmes qui travaillent. Alors, il ne faut pas se faire prendre au piège des photos. Bon, ça, notre collègue Irina Tcherneva, qui travaille aussi là-dessus, a travaillé beaucoup là-dessus, nous a beaucoup travaillé sur ces questions. Très souvent, ces photos montrent des gens qui sourient. Le truc, en fait, on ne se fait pas photographier en souffrance. Quand on se fait photographier, on veut quand même se montrer. Et effectivement, on prend une pause, pas toujours obligé, mais on ne cherche pas à se photographier. Il y a quelques photos d'enterrement, effectivement, on voit ça, mais là, le fait que les femmes sourient ne veut pas dire qu'elles soient heureuses de couper cet arbre avec une scie manuelle. Voilà, donc il faut pas... L'usage de la photographie est quand même très complexe, mais c'est des sources assez extraordinaires sur les conditions de vie. Enfin... Du coup, j'en viens directement. C'est vrai que ces photos aussi, comme l'écrit Irina, elles documentent aussi une légère amélioration des conditions de vie à la toute fin de la période stalinienne. Et du coup, j'en viens aussi peut-être à revenir sur la particularité des groupes que vous étudiez par rapport aux autres déportés spéciaux. C'est vrai que tous les déportés que vous étudiez, ce sont les derniers, ou pratiquement les derniers déportés, mais les derniers également, donc qui sont libérés le plus tardivement, mais ce sont ceux qui connaissent aussi cette amélioration, alors qui ont connu, pour certains, la période de la guerre, qui est une des pires,
mais qui ont connu aussi cette période d'amélioration. On a des photos sans doute de 1950, mais on n'a pas de photos de 1932, sans doute des colonies spéciales. Donc voilà, les photos documentent aussi cette légère amélioration des conditions de vie, où on peut même avoir accès à un appareil photo. Mais c'est vrai, donc peut-être pour revenir sur la particularité de ces déportés, ce sont des déportés qui viennent des régions frontalières occidentales ou qui ont une histoire particulière, qui sont une région de très forte suspicion du pouvoir stalinien à l'égard des populations, de très fort contrôle des identités pendant toute la période. Jusqu'au retour, c'est quand même une des régions d'Union soviétique où il y a un contrôle et des interdictions de résidence. On parle du régime des passeports. Bon, ça fait partie des régions, surtout en Ukraine occidentale, où le contrôle, enfin, n'importe qui ne peut pas habiter n'importe où, et donc il y a une particularité un peu générale à toute cette région. À l'intérieur, mais c'est vrai qu'à l'intérieur de ces marges occidentales, par ailleurs, il y a sans doute une grande différence. Vous avez choisi les Lituaniens et les Ukrainiens de l'Ouest, qui sont quand même, qui sont la majeure partie de ces déportés de l'Ouest, il faut le dire. Si j'ai bien compris, à la fin de la période, les Ukrainiens représentent la moitié des déportés spéciaux et les Lituaniens le quart. Donc les autres, lettons, roumains ou ex-roumains et estoniens et biélorusses se partageant le dernier quart. C'est vrai que même si on compare la Lettonie et la Lituanie, pour une population globale équivalente, il y a 2 fois plus de Lituaniens déportés, donc c'est quand même pas du tout la même chose. Et donc ce sont 2 macro-régions, si on veut, ou micro-régions, qui offrent des spécificités par rapport aux autres, sans doute. C'est vrai que je suis surtout marqué par ma comparaison avec la Lettonie, évidemment, j'en vois plusieurs, mais je voulais vous interroger là-dessus. Si on parle de la Lituanie et de l'Ukraine de l'Ouest, ce sont des régions où la résistance armée à la réinstallation du pouvoir stalinien après la guerre est la plus forte. L'Ukraine de l'Ouest et la Lituanie, ce sont des régions de lutte insurrectionnelle. Ce sont les seules régions de l'Union soviétique où on se bat encore après la mort de Staline, ou jusqu'à la mort de Staline en tout cas, avec les armes et pas uniquement contre le pouvoir stalinien. Et la répression est à l'image de cette résistance, la répression est d'autant plus féroce, qui explique le nombre de déportés, mais sans doute peut-être aussi d'autres choses. Une majorité de familles paysannes, vous l'avez dit. C'est vrai qu'en Lettonie, par exemple, la part de l'intelligentsia de 41 est beaucoup plus forte dans le total des déportés. Donc c'est vrai qu'un peu partout, les déportations de 41 sont un peu le symbole, mais c'est vrai quand on pense en Lettonie, peut-être encore plus, je ne sais pas, mais c'est une question. Quand on pense aux déportés des colonies spéciales en Lettonie, on pense à un médecin, une actrice, enfin voilà, on ne pense pas aux paysans. En tout cas, ils sont beaucoup moins... Mais c'est vrai qu'objectivement, l'élite lettonne est beaucoup plus représentée proportionnellement parmi les déportés. Donc en Ukraine et en Lituanie, il y a une surreprésentation paysanne, mais ça a déjà été dit. Ce sont également les territoires soviétiques où la Shoah a été la plus exhaustive pendant la guerre. Première région pour la Lituanie, première région occupée. Pour l'Ukraine également, des régions où la mainmise par le régime nazi a été la plus violente et la plus exhaustive. Ce sont des régions où les principaux rescapés de la Shoah sont en fait les déportés spéciaux qui ont survécu et qui ne trouvent rien en rentrant. C'est vrai que là encore, je vois une grande différence avec la Lettonie. En Lettonie, il y a une partie, pas la majorité, mais une partie de la communauté juive, ou en Estonie surtout, qui a pu fuir l'invasion allemande. Et donc, quand potentiellement les déportés, les exilés spéciaux reviennent, ils peuvent avoir espoir de retrouver quelqu'un, ce qui n'est pas le cas en Lituanie ou en Ukraine, qui est un cas particulier que vous traitez dans le livre. Vous évoquez cette question à plusieurs reprises. Mais peut-être plus généralement, ces 2 régions ont aussi la particularité de faire partie des borderlands polonais, je dirais, avec notamment Vilnius et Rivne, qui se trouvaient en Pologne avant la guerre. De là, une histoire commune et particulière avec des populations considérées, une grande diversité culturelle, des tensions sociales interethniques et économiques peut-être encore plus aigu qu'ailleurs, un antisémitisme particulier, une perception de l'Union soviétique également différente, une répression parmi ces personnes, des personnes identifiées comme étant plus spécifiquement polonaises, encore plus féroce qu'ailleurs. Bref, et sans parler des redécoupages administratifs, des chamboulements démographiques qui n'ont rien à voir avec ceux qu'ont connus l'Estonie et la Lettonie de manière générale, par exemple. Donc plein de facteurs qui se croisent et qui jouent, et du coup, bon, on peut pas vous interroger sur ce que vous n'avez pas étudié, mais en tout cas, peut-être, est-ce qu'entre vos 2 terrains, est-ce qu'entre Lituanie et Ukraine, quelle différence on peut observer, ou même à l'intérieur de la Lituanie, je me dis, entre la région de Vilnius, Vilno polonaise, et la région de Kaunas, il y a peut-être aussi des différences ou des facteurs différents qui jouent.
Est-ce que ça vous inspire? Oui, non, mais déjà, effectivement, entre l'Ukraine et la Lituanie globalement, on perçoit de très grosses différences. D'abord, il y a ce que tu as dit sur les Polonais, c'est-à-dire les premières déportations, c'est quand même les Polonais d'Ukraine qui sont déportés à peu près au même moment aussi où il y aura la Katyn, qui sont déportés début 40. Et les populations, d'abord la population des... en gros la population polonaise, ensuite la population juive qui avait fui l'avancée des armées allemandes, qui arrive en Pologne et qui refuse de prendre la citoyenneté soviétique et qui est aussi déporté. Donc les juifs polonais et ceux qui étaient encore là sont déportés. Et comme tu l'as dit, paradoxalement, ça va les sauver, enfin pour ceux qui survivent, ça va les sauver de l'extermination, mais quand ils rentrent, il n'y a plus personne et ils vont chercher à quitter l'Union soviétique parce qu'ils n'ont plus aucun lien local et qu'il y a des formes d'antisémitisme qui peuvent apparaître. Donc ça, disons que la force de la présence polonaise juive, c'est aussi bien en Lituanie qu'en Pologne, mais la force de la présence polonaise, elle différencie. Et l'antériorité, par ailleurs, les populations déportées polonaises sont libérées dès l'été 41 parce qu'il y a un pacte il y a un accord entre le gouvernement polonais en exil en Grande-Bretagne et Sikorski et le ministre des Affaires, comment il s'appelle Maïski, enfin, Staline, quoi, disons, pour libérer les Polonais, pour qu'ils puissent combattre en fait contre l'Allemagne. Et du coup, effectivement, les Polonais déportés sont les premiers libérés, mais ne peuvent pas quitter l'Union soviétique parce que la Pologne, de toute façon, est occupée par l'Allemagne. Mais certains vont quitter et vont partir d'ailleurs dans les territoires de l'Empire britannique avec cette fameuse armée Anders, qui va être l'armée du gouvernement polonais en exil et qui va lutter contre les nazis. Donc il y a une histoire assez spécifique pour les déportations de 40-41 que la Lituanie, à part Vilnius, n'a pas connue. Vilnius qui devient lituanien après le pacte. Ça c'est la première chose. Après la guerre, alors effectivement, après la guerre, il y a deux événements, c'est-à-dire que la déportation est utilisée à la fois pour imposer la collectivisation aux paysans, un peu comme c'était en 29-30 en Union soviétique d'avant le pacte, lors de la découlakisation, mais c'est aussi un moyen très puissant de lutte contre les insurrections. C'est un moyen assez classique dans les empires coloniaux, parce que l'insurrection, elle est supportée très souvent par les territoires ruraux. Et l'idée de déplacer les populations, c'est l'idée de s'attaquer aux lieux où les partisans, non pas soviétiques, mais les partisans ukrainiens, les résistants ukrainiens et lituaniens, trouvent leur nourriture, ont leur support. Ce sont des familles paysannes, la plupart. Il n'y a pas tellement de familles urbaines parmi ces mouvements-là. Et que ce soit en Ukraine, qui a une longue tradition, puisqu'elle est antérieure à la Seconde Guerre mondiale, ou en Lituanie, c'est les deux territoires qui ont le plus important mouvement d'insurrection. Et donc, ce sont les deux territoires où la déportation est utilisée le plus massivement pour lutter contre ces mouvements d'insurrection. Ce qu'on fait, c'est que lorsque, par exemple, alors il y a soit des déportations massives, on va prendre des familles un peu partout pour affaiblir en fait ce soutien, soit des déportations plus ciblées, mais pas nécessairement les familles de partisans, mais d'insurgés, mais des déportations plus ciblées où, dans tel village, il y a eu un instituteur qui a été tué ou un chef de kolkhoz qui a été tué par les insurgés, eh ben, on déporte 20 familles, c'est d'ailleurs mis dans les documents, en réponse à cet acte terroriste, comme il le qualifie, cet acte des bandits, comme il les qualifie, on va déporter 20 familles dans tel village. Et ça, c'est assez commun à l'Ukraine et à la Lituanie, beaucoup moins présent, comme tu le dis, en Lettonie ou en Estonie, où le mouvement d'insurrection est quand même beaucoup plus affaibli, beaucoup moins puissant, et s'éteindra assez rapidement. Je ne sais pas si tu... Très vite pour ensuite laisser un peu de temps pour les questions. Donc, on a aussi constaté des différences entre la Lituanie et l'Ukraine au moment des retours, puisque on a l'impression, mais c'est quelque chose qui n'est pas, il n'y a aucun document dans les archives qui le postule clairement. C'est plutôt l'intuition qu'on a. On a l'impression que il est bien plus difficile de rentrer dans
son village d'origine quand on est ukrainien d'Ukraine occidentale et qu'on a été déporté, voilà, puisque en fait, ce qu'on montre aussi, c'est que contrairement à ce qu'on peut souvent penser du fonctionnement soviétique, très vertical, très centralisé, avec une sorte de, encore une fois, une vision monolithique, un fonctionnement monolithique des autorités soviétiques du haut vers le bas, on se rend compte que dans cette histoire, en tout cas à l'étape déjà du retour, donc post-stalinienne, les différents acteurs locaux à toutes les échelles ont une certaine marge de manœuvre, l'utilisent, parfois la développent même, l'élargissent, cette marge de manœuvre. On l'a vu notamment à travers le traitement réservé aux demandes individuelles des requêtes envoyées par les déportés. Et donc, à ce moment-là, on s'aperçoit d'une attitude assez différente entre les autorités républicaines, donc c'est-à-dire Kiev dans le cas de l'Ukraine, Vilnius en Lituanie, et puis aussi au niveau des régions où les autorités ukrainiennes se montrent encore plus méfiantes de des déportés ukrainiens et donc s'opposent encore plus à leur retour. Oui, c'est assez frappant de ce point de vue-là. C'est-à-dire, enfin, si on prend la Lituanie par exemple, alors c'est un peu des hypothèses qu'on perçoit. Le premier secrétaire du parti, Sniečkus, qui est celui qui met en œuvre les déportations, il y a des déportations qui sont vraiment signées par le Conseil des ministres de Lituanie. On a le sentiment que après la mort de Staline, quelque part, il souhaite le retour des paysans, pour des raisons sans doute économiques, etc. C'est pas par humanisme. Et peut-être pour éviter aussi qu'il y ait une domination russe, il a une forme de nationalisme chez lui, mais assez intelligent pour pas être écarté. C'est le premier secrétaire du parti de ces pays-là qui va durer le plus longtemps, parce qu'en Lettonie, je crois qu'il est évincé assez vite, et Sniečkus va rester premier secrétaire jusqu'à son décès, ou sa retraite, son décès, je pense. Et on a le sentiment, effectivement, que faire retourner les paysans lituaniens en Lituanie, ça évite d'avoir ce qui s'est passé en Lettonie, c'est-à-dire des arrivées assez massives de Russes et de russification. Enfin, il y a derrière ça une stratégie chez lui. Alors qu'en Ukraine, c'est vrai qu'il y a une grande peur du retour. Il y a une peur que ça réalimente finalement les mouvements d'insurrection. Et le problème, c'est qu'après la mort de Staline, on ne peut plus vraiment déporter officiellement. Il n'y a plus ces côtés, et même avec un nouveau code pénal, etc. Il veut être un peu plus légaliste. Et donc, ils vont chercher des stratégies qui sont de trouver du travail aux gens qui reviennent, mais extérieurs à l'Ukraine occidentale. Et donc, ils vont utiliser, on pourrait dire, le Pôle emploi, c'est l'Orgnabor ukrainien. Et on voit par exemple des lettres où il suggère, ce qui est bon, le pire, le côté un peu comique, tragique de ces histoires, il suggère d'envoyer les déportés qui reviennent et qui sont d'anciens bandits, etc., de leur proposer du travail en Sibérie. Ce qui est quand même un peu paradoxal. Il suggère aussi beaucoup de les envoyer en Crimée. Et les autorités criméennes sont vraiment très hostiles à l'arrivée des bandits, entre guillemets, dans le vocabulaire soviétique, ukrainien, alors qu'ils se sont, entre guillemets, débarrassés des Tatars de Crimée. Donc ils n'ont vraiment pas envie de remplacer une population qu'ils considéraient comme dangereuse par une autre population qu'ils considèrent aussi comme dangereuse. Donc il y a vraiment cette... Et ça, c'est très spécifique. L'Ukraine est beaucoup plus... Et d'ailleurs, l'exemple que tu donnais de Pogarski, il le dit bien, il dit finalement, en Sibérie, il y avait beaucoup de déportés, j'étais plus tranquille que quand je rentre en Ukraine occidentale où je sens une surveillance permanente. En Lituanie, on a le sentiment que les gens rentrent illégalement, il n'y a pas trop de problèmes. Enfin, il y a le problème du KGB, etc. Mais c'est moins... C'est pas violent, enfin oui, c'est moins répressif, disons, par rapport au retour qu'en Ukraine. Mais, moi, ça m'incite une question complémentaire. En fait, je me rends pas bien compte parce que vous donnez les chiffres en valeur absolue des déportés lituaniens et ukrainiens par rapport à la population lituanienne et d'Ukraine de l'Ouest. En proportion, est-ce que les déportés ukrainiens représentent une masse aussi importante par rapport à la population locale? Qu'en Lituanie, on a l'impression que presque 2 familles sur 3 sont touchées par les déportations. Alors, je crois qu'il y a des chiffres dans le livre que j'ai oubliés, mais sauf erreur,
si on prend la population de l'Ukraine totale, non, parce qu'il y a l'Ukraine orientale qui n'est pas touchée par ça, mais si on prend la population de l'Ukraine occidentale, c'est à peu près, me semble-t-il, la même proportion, si je me souviens bien. Mais il faudrait vérifier. Et l'autre question que ça suscite chez moi, c'est la question de la logique du retour de la mémoire pendant la perestroïka, où évidemment, donc en Lituanie, c'est un fer de lance du mouvement indépendantiste. Et en Ukraine, vous faites l'hypothèse que c'est le poids du Holodomor qui l'emporte, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui est lié, disons, au clivage régional au sein de l'Ukraine, qui fait que cette mémoire n'est pas une mémoire nationale, mais reste une mémoire locale et pas une mémoire assumée au niveau central? Oui, mais justement, Holodomor, c'est la tragédie de l'Ukraine orientale et centrale, qui est donc soviétique dès avant 1939. Je pense que c'est une tragédie qui est tout à fait reconnue et commémorée comme telle en Ukraine occidentale. Donc, et là, il y a vraiment un sentiment d'avoir vécu, de partager cette tragédie, même si seule une partie de la population ukrainienne l'avait vraiment connue. Mais par contre, effectivement, pour ce qui est des déportations touchant l'Ukraine occidentale, c'est beaucoup moins le cas. En tout cas, bon, on ne sait pas ce que ça va donner maintenant avec le bouleversement provoqué par l'invasion russe. Mais je pense qu'il y a aussi quand même, il y a autre chose qui a longtemps divisé ces populations du point de vue de la mémoire, c'est la Seconde Guerre mondiale et la participation notamment des populations de l'Ukraine orientale et centrale au sein de l'Armée rouge à la mobilisation de guerre et aussi probablement, mais là je m'avance sur un terrain quand même très complexe et mouvant dans le sens changeant, aussi sans doute quand même un rapport plus compliqué, complexe à l'ONU ou pas, et à voilà, une difficulté plus grande peut-être à s'identifier en masse à cette histoire-là, parce que c'est un peu comme domino, ça pose d'autres défis mémoriels, et voilà. Oui, on va, vu l'heure qu'il est, on va aussi passer la parole à la salle. Alors, je suis le micro à jambes et je viens vers vous. Merci, Monsieur Guichard. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation, intervention. Donc, alors, j'avoue que j'ai pas lu le livre. J'ai regardé, par contre, effectivement, là, il y a le bel extrait qui est dans la petite brochure qui rappelle ce que tu as dit, Alain, sur cette personne qui a publié les mémoires. J'avais une question, mais en fait, vous avez déjà un peu répondu sur les différences entre l'Ukraine et la Lituanie pour le retour. Et je vais prolonger la question, parce qu'effectivement, on voit que c'est des contextes assez différents, par rapport à l'opinion, ce qu'on peut appeler opinion publique à cette époque de cette libération, liquidation qui prend plusieurs décennies en fait. Je sais qu'en 1956, ça c'est d'ailleurs une source qui est à la contemporaine, puisque c'est la revue sur laquelle j'avais travaillé dans mes travaux de recherche étudiants. On trouve des articles, je crois que c'est dans les Izvestia ou la Literaturная Gazeta, qui évoquent cette question de gens qui reviennent. Alors à l'époque du Goulag, enfin c'est plutôt des articles mais ils le disent pas comme ça bien sûr. Hein, c'est la période où on commence à en parler un peu, et puis Solzhenitsyn va être publié quelques années plus tard, et qui parle de cette question de gens qui se retrouvent avec un appartement où il y a l'ancien occupant qui voudrait aussi sa place. Alors je me demandais si vous avez aussi regardé un peu dans la direction de la presse ou dans les récits et les plaintes, s'il y a des gens qui écrivent à la presse pour essayer de publier des choses, parce que voilà, c'est une période où on ne sait pas trop ce qu'on peut publier, ou si on va pouvoir faire passer, faire connaître ces problèmes-là personnels de vie quotidienne, parce que la presse soviétique a toujours eu le discours de dire aux gens écrivez-nous pour parler de vos problèmes, et on cherche des solutions. Et là, voilà, c'est un moment où peut-être il y a ce flottement, et éventuellement
voilà, des anciens déportés spéciaux peuvent poser cette question-là. Alors, je ne sais pas si c'est une question qui apparaît. Et l'autre question qui est liée, c'est aussi en termes de chiffres et je ne sais pas si c'est un calcul qui est possible de le faire. Est-ce qu'on peut savoir à peu près la proportion de gens qui ont pu effectivement récupérer des biens? Alors, la proportion de gens qui sont rentrés aussi, parce que c'est une question qui est liée, bien sûr. Mais ça, c'est toujours, bien sûr, compliqué. Mais aussi, dans les requêtes que vous avez vues, est-ce que vous arrivez à faire un calcul, ou est-ce que vous avez quelques chiffres, en tout cas, ou quelques exemples, c'est peut-être sur le doigt d'une main, mais de gens qui récupèrent leurs biens? Merci. Merci bien pour... je commence à répondre peut-être. Ou on fait plusieurs... Oui. Non, merci bien pour ces questions qui sont assez essentielles. Alors, d'abord, sur la première question... bon, d'abord, on a beaucoup de sources, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout eu dans les entretiens, qui évoquent les conflits. Des conflits sur la récupération de propriété. Ça inquiète beaucoup les autorités locales, le ministère de l'Intérieur ou le KGB, de personnes qui rentrent, leur maison, puisque c'est milieu rural, leur maison est occupée par une école ou par un autre paysan qui a récupéré ça, et elles s'installent de force. Il y a des exemples où un paysan rentre, il arrache les pommes de terre qui ont été plantées par celui qui a pris son lopin. Il y a des exemples beaucoup plus violents, c'est-à-dire des anciens partisans, enfin insurgés, qui vont s'attaquer, voire tuer ceux qui ont témoigné contre lui lors de leur arrestation. Et là, il y a clairement une inquiétude. Alors, témoigner forcé ou pas. Ou alors, il y a aussi des exemples d'insurgés qui rentrent et qui se font chasser par des personnes parce qu'ils ont tué le mari de cette femme, etc. Donc, on sent à travers des rapports, mais pas très longtemps, quelques années après les libérations, on sent effectivement des très fortes tensions locales. Et curieusement, on n'a pas eu un exemple, je pense, dans les entretiens qu'on avait fait de ces tensions-là. C'est quelque chose qui est... Alors, ils nous parlaient de la récupération de leur maison, des démarches qui ont été faites. Pour donner un exemple, il y a une personne, justement, qui met plusieurs années, alors il écrit pour avoir sa maison, et en disant, mais moi j'habitais séparément de mes parents, et finalement on lui donne la moitié de la maison, du coup, parce qu'il habitait séparément de ses parents, donc il a eu droit qu'à la moitié. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. La proportion, on n'a pas réussi du tout à en avoir une évaluation de combien récupèrent. Officiellement, ils pouvaient récupérer leur maison, souvent, parfois en ruine d'ailleurs. Ils pouvaient aussi récupérer une compensation financière. Je dois dire qu'on aurait dû travailler là-dessus. D'ailleurs, Eric, je me rappelle que dans une présentation, tu m'avais dit qu'il faut aller travailler sur les archives du ministère des Finances. Mais les archives des ministères de la Finance locale, en plus, elles sont écrites en lituanien. Alors, bon, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Donc, on arrive à lire un peu le lituanien, Emilia mieux que moi, mais pas suffisamment pour entrer dans les grandes nuances de la langue fiscale de ces années-là. On a quelques lettres vers la presse qui dénoncent justement le fait qu'ils n'arrivent pas à récupérer leurs biens. Alors, dans les deux sens d'ailleurs, parce que manifestement, il y a des chefs de kolkhoz qui vont passer outre l'interdiction de récupération des biens et qui vont, sans doute, c'est des paysans qui connaissaient les autres, qui vont laisser la personne s'imposer. Dans ce cas-là, on doit faire appel au KGB pour contester cela. Et le KGB intervient des fois en disant, mais localement, la personne a récupéré son bien alors qu'elle n'avait pas le droit. On a une longue lettre aussi de conflit, c'est une Ukrainienne, qui raconte à quel point elle n'a pas pu récupérer son bien et que, en fait, c'est l'officier du ministère de l'Intérieur du coin qui cherche à tout voler. Voilà, donc, et ça, c'est une lettre à la Pravda qui est faite, qui n'est pas publiée a priori. Mais on n'a pas trop d'autres exemples sur la presse. Non, mais j'ajouterais peut-être, par rapport au témoignage, on a quand même quelques échos de ces tensions, ne serait-ce que dans les entretiens avec ceux qui ont essayé leur retour et qui sont revenus finalement sur les lieux de déportation pour y vivre en tant que anciens déportés, parce que finalement, on a plusieurs cas comme ça, donc du coup, eux, nécessairement, ils vont expliquer ce choix qui est absolument incompréhensible vu depuis leur pays d'origine. Donc, en Lituanie, il est très... c'est presque, j'ai envie de dire, c'est mal vu de ne pas être rentré en Lituanie après la déportation, où c'est difficilement
compris. Alors dire qu'on a essayé et puis on a préféré rentrer en Sibérie, c'est bien sûr encore plus difficile. Donc ces personnes-là se retrouvent en quelque sorte à expliquer, justifier, et donc ils évoquent ces difficultés. Ça apparaît aussi dans certains autres témoignages, mais de façon atténuée, etc. Quand, par exemple, je pense à une témoin lituanienne bien rentrée avant même ses parents, et qui raconte ensuite que à l'occasion ils sont passés. En fait, son père, quand il rentre en Lituanie, il tient absolument à récupérer la maison de ses parents qui lui avait été confisquée. Et comme il n'a pas obtenu le droit, en fait, les déportés, quand ils étaient libérés, libérés collectivement, ils n'avaient pas le droit de rentrer, ils n'avaient pas le droit de récupérer quoi que ce soit. Et en fait, leur déportation était considérée comme justifiée. Et puis donc, pour obtenir le droit au retour et encore plus à la restitution des biens, il fallait obtenir que les autorités reconnaissent la déportation de cette famille-là comme ayant été non justifiée. Donc, et c'est là-dessus que portent tous ces milliers de requêtes dont on a analysé une partie. Et donc, voilà, cette famille lituanienne qui a été libérée, qui a pu rentrer, mais qui n'a pas obtenu la reconnaissance de leur déportation comme étant injustifiée. Le père, qui tient absolument à avoir cette maison, il la rachète avec son argent, ses économies. Évidemment, il n'y a plus aucun bien, rien. Et la famille donc, qui réintègre le village et qui est plutôt, a priori, bien accueillie par les autorités locales parce que c'est une famille travailleuse, etc. Mais une fois, elle va chez les voisins, elle découvre que chez leurs voisins, il y a les objets, les meubles qui leur avaient appartenu, et ces voisins ne se sont absolument pas pressés de leur restituer. Donc, on a comme ça quelques Eric, éléments. Tu connais dans tes travaux. Oui. Et sinon, juste par rapport revenant à au début de la question de Laurent Comelle sur aussi la publicité, peut-être la médiatisation de ces processus de retour, et aussi tu as tout à fait raison de souligner que autour de 56, 57, même jusqu'au début des années 60, on ne sait pas très bien ce qui est autorisé, ce qui peut être public, ce qui ne peut pas être public. Mais je pense que c'est tout à fait vrai, mais je pense que ça concerne essentiellement les retours du goulag, des détenus, disons, non occidentaux. Voilà. Et typiquement, le retour des camps, des victimes de la Grande Terreur et des répressions soviétiques plutôt des années 30, puisque à leur égard, les répressions qu'ils ont subies sont plus ou moins à demi-mot reconnues comme ayant été arbitraires, injustes, etc. C'est le rapport secret de Khrouchtchev, etc., etc. Ce n'est absolument pas le cas des répressions ayant visé les territoires occidentaux. Et en fait, quand les déportés sont libérés, c'est pas parce que, à nouveau, on ne reconnaît pas s'être trompé. On dit juste, ils ne sont plus dangereux, on peut les libérer. Et je pense, mais bon, il faudrait pour cela étudier la presse locale en détail sur cette période-là pour voir si jamais il y a cette sorte d'incertitude qui transparaît, ne serait-ce qu'à travers les lettres, etc. Toutes les lettres que Alain a citées sont des lettres qu'on a trouvées dans les archives et qui n'ont pas été publiées, a priori. Oui, je pense pas qu'il y ait vraiment de... D'ailleurs, les décisions de libération collective n'ont pas été publiées dans la presse, elles restent secrètes, en fait. C'est ça qui est assez paradoxal. Et donc, on va dire aux gens, et bon, les rumeurs courent très très vite. Et aussi le fait d'écrire pour chercher à être libéré, il n'y a aucun texte qui dise que c'est possible. Donc là, ils reprennent une tradition de la pétition, de la plainte. C'est assez étonnant parce que c'est des gens qui sont soviétisés depuis très peu de temps. Mais il n'y a aucun... Alors, il y a peut-être un article de la Pravda qui évoque ça. Mais je me c'est toi qui as lu toute la Pravda de cette période. Non, mais je sais plus. Non, confiance. Non, mais je sais plus. Mais bon, en tout cas, il n'y a aucune... Voilà, il y a rien qui dit écrivez pour avoir une démarche collective de libération. C'est encore une dernière chose. Et pareil, pour la décolakisation de la fin des années 20, du début des années 30, qui avait fait quand même plusieurs millions de victimes parmi les populations de toute l'Union soviétique d'avant l'annexion
des territoires occidentaux, il n'y a pas de reconnaissance de l'injustice de cette politique. Donc pareil, eux, ils avaient été encore libérés globalement à la fin des années 30, mais c'est la même chose. Et sur les chiffres, en fait, même les autorités soviétiques ne savent pas sur les retours. Bon, il semblerait que c'est quand même assez massif, hein, on doit tomber autour de 80%. Mais il n'y a pas de rapport. Il y a un rapport, par exemple, du chef du KGB, ou du MVD, je ne sais plus, du ministère de l'Intérieur, non, le KGB, je pense, de Lituanie en 74 ou 75, qui est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'il dit, mais attendez, ils sont presque tous rentrés, il faut qu'on supprime cette interdiction de retour. Et que, voilà, ce qui ne sera pas fait. Mais lui dit, en gros, ils rentrent où ils sont rentrés. Et je crois qu'il donne une évaluation comme ça, mais manifestement, les autorités soviétiques, et même ukrainiennes, lituaniennes, lettonnes et estoniennes, ne savent pas combien sont rentrés et combien ne sont pas rentrés, puisque le statut a disparu, et voilà, mais je pense qu'on tourne autour, effectivement, quand même au moins 80%. Ouais. Et sachant que ces retours s'étalent, et jusqu'à il y a 2 ans, le dernier cas que nous connaissons, c'est un an. Il y a un an, donc c'est il y a sans doute plus de cas, tout simplement. Non, je pensais pas à elle, parce que elle, c'est pas le dernier. Ça, c'est peut-être celui qui est une des histoires les plus bouleversantes, puisque c'est une dame lituanienne qui, très jeune, s'est impliquée dans le mouvement de résistance anti-soviétique, donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Elle a servi de liaison entre ses partisans, les frères de la forêt, et entre eux et avec les villages. À ce titre, elle a été arrêtée avec son frère et jugée et donc condamnée au camp. Elle a fait plusieurs années de camp au Kazakhstan, et comme c'était d'usage dans ce cas-là, une fois libérée du camp, elle devait encore faire 5 ans de villages spéciaux, d'assignation à résidence dans le cadre des villages spéciaux. Et elle a été envoyée en fait en Sibérie, dans la région d'Irkoutsk, où sa famille était assignée à résidence, parce que justement ses parents ont été déportés en tant que famille de personnes arrêtées pour leur participation à la lutte anti-soviétique. Donc cette dame, Van de Valout, on l'a rencontrée en Sibérie en 2012-2013, où elle vivait seule, complètement sourde, dans une situation quand même très difficile. Enfin, on a senti que c'était difficile, et on a eu une rencontre très émouvante avec elle. Elle nous a confié les lettres de son amoureux, qui était lui aussi un détenu de camp lituanien qu'elle a connu au Kazakhstan, parce que les camps d'hommes et de femmes se touchaient. Il y avait quand même des contacts et des relations qui naissaient, et cette correspondance, ils l'ont entretenue, alors que lui, il a été transféré à Magadan, donc dans la Kolyma, et elle a conservé. Bon, après, leur histoire s'est terminée, n'a pas connu de suite, donc restaient ces lettres qu'elle nous a confiées et que nous avons scannées et que nous avons laissées à Mémorial à Moscou. Mémorial, qu'on sait à quel point il est menacé, il a été dissous, mais aussi ce qui reste comme archive, c'est menacé. Et donc, Van de Valout, on a appris qu'elle a été rapatriée en Lituanie en 2020 ou 2021. Elle est décédée. Mais il y a une autre encore, Genavaite, Kuchinskaite, qui elle est rentrée en 2023, après le début de la guerre à grande échelle. Elle est rentrée en Lituanie. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qu'on avait interviewé dans la région d'Irkoutsk. Et donc ça fait des histoires absolument, une sorte de déportation, retour qui s'étale sur bientôt un siècle, sachant qu'en Lituanie, les enfants et même, je crois, les petits-enfants des déportés, ils ont le droit de rentrer, ils ont le droit d'obtenir un logement et la nationalité lituanienne.
Écoutez, merci beaucoup et d'avoir réussi à terminer sur l'actualité de ces retours et de ces survivants des déportations. Je vous remercie pour ces riches échanges et je vous invite à lire le livre, pour commencer, à retrouver la rencontre sur la page web de la Bulac et à profiter de l'exposition des photographies qui dure encore jusqu'à la fermeture de la fin du mois de décembre. 23 décembre. Et si vous passez par l'Alsace, à ne pas hésiter à aller voir son volet strasbourgeois qui se trouve à la Michin, Maison des sciences de l'homme d'Alsace. Un grand merci en tout cas à la Bulac qui nous a permis d'aller au-delà du livre, hein, je dois dire, avec cette exposition qui est un autre mode d'écriture de l'histoire et de nous accueillir ici. C'est vrai qu'on est très heureux d'être là, qu'il y ait une bibliothèque à laquelle on est très attaché, on a travaillé, et, comme la contemporaine. Hein, et l'Humathèque aujourd'hui sur le campus Condorcet. Mais c'est vrai que c'est sur ces territoires-là, quand même, la Bulac et la contemporaine sont les deux bibliothèques, même si le campus, quand même, là je vais défendre, et Strasbourg. Voilà, donc très grand merci à toute l'équipe de la Bulac qui nous a... Et aux enseignants de l'INALCO aussi, même si la Bulac, c'est pas l'INALCO c'est pas la Bulac, je sais. Voilà. Merci beaucoup. Merci.